Jean Schlumberger, essayiste, romancier, auteur de théâtre, compte parmi ces hommes dont l'œuvre personnelle a trouvé son épanouissement dans l'atmosphère amicale d'une entreprise collective. C'est pourquoi, rendant hommage à ses mémoires, nous commencerons cette soirée par Césaire. Théâtre de solitude s'il en est, discours sur l'absence, expression d'un impossible désir d'échange. Sur ce manque originel se fonde peut-être la vocation de Jean Schlumberger. Homme de lien qui se charge d'éveiller les consciences plus que de les séduire et qui saura, au centre de l'équipe des fondateurs de la Nouvelle Revue Française, tenir le rôle nécessaire de celui qui unit et souvent suscite l'action. Après Césaire, dont l'auteur ne se doutait pas en 1908 que cette pièce lui vaudrait un jour sa meilleure revanche au théâtre, lorsque Gaston Batti, en 1922, puis Jean Vilar la mettrait en scène, nous consacrerons cette émission à la naissance de la Nouvelle Revue Française. Qui va là? Je veux pas te sauter la gorge. Mais qu'est-ce que vous voulez? Là, doucement. On croirait que tu as perçu le diable. Il est vrai que sur Metrillo, à une lieue de la terre chrétienne, une visite de quoi vous surprendre. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je te regarde souffler dans ta flûte. Ta musique te plaît tellement que tu n'entends plus ce qui se passe autour de toi. Tu es absorbé comme un enfant qui suce un sucre d'orge. Dis-moi, lorsque tu joues, c'est aux lèvres que tu ressens du plaisir? Aux lèvres? Non. Mais qui êtes-vous? Tu ne souffles dans ce petit bout de bois que pour le son que tu en fais sortir? Oui, pour le son. C'est dans tes oreilles qu'est ta jouissance. Mais pourquoi me demandez-vous ça? Parbleu, vous êtes tous les mêmes quand on vous demande d'expliquer. Ça, c'est des choses qu'on sent tout seul. Et ceux qui les sentent pas, qui savent qu'ils les sentiront jamais, et qui voudraient qu'on m'aime comprendre. Donne-moi ta flûte. Ah, mais je comprends. C'est toi le surnuméraire, hein? C'est le petit vapeur de la pêcherie qui t'a déposé en passant? Eh ben, dis donc. C'est pas malheureux qu'on nous envoie de l'aide, parce que le poisson donne en ce moment. On a presque plus le temps de dormir. Mais n'empêche, pour un pêcheur, t'en as de drôle de façon de te présenter. T'arrives là comme un revenant qui dit pas des choses naturelles. Mais si tu veux que je t'apprenne à jouer de la flûte, moi je veux bien, hein. Allez, mets tes doigts sur les trous et souffle. Ben, qu'est-ce que t'attends? Imbécile. Avec les doigts que j'ai. C'est vrai qu'ils doivent pas être très habiles. Et c'est quand même. Un jour, un violoniste est venu dans un petit café où j'allais souvent. On le disait habile. Je ne l'écoutais pas. Je regardais sa figure. Et il avait une drôle de mine. Tout d'abord,
J'ai cru parce qu'il serrait le violon contre sa gorge qu'il en avait le sang à la tête. Et tout à coup, il n'y avait pas à s'y tromper. Des larmes lui sont montées aux yeux. Ah. J'aurais bien voulu savoir ce qu'il ressentait à ce moment-là. Tu ne comprends pas? Ça ne fait rien. Toi, tu ne dois pas penser à grand-chose quand tu joues sur ta petite flûte. À du cidre, à des galettes. Espèce de brute. Tu pensais tout de même pas que j'allais t'observer comme le mauvais violon? Tu m'en paieras une autre, hein? Oui, quand je m'en irai. Mais tu t'imagines qu'elle ne coûtait rien? Laisse-moi tranquille. Tu vas me la Là! payer, hein? Crie pas. Tu es seul ici? C'était le tour du camarade d'aller lever les lignes, mais il va rentrer. C'est là qu'il couche? Et toi, dans le même coin que lui? Il s'agirait pas d'un gars costaud, brun, un nommé Benoît, Ouais? qui a une cicatrice en travers de la main? Oui. Un beau gars, hein? Qui se croit bon. Oh ben ça, je vais pas demander, alors. Ouais, tu m'as l'air fin, mon garçon. Bon, je m'installerai de ce côté. Qu'est-ce qu'il fabrique toute la journée, ton Benoît? Ben, le matin, on va visiter les filets. C'est pas ce que je te demande. Quand il a fini son travail. Il s'assied à la table et puis il boit un verre en fumant sa pipe. Et c'est tout? Bien, il se couche sur le ventre au soleil. Il parle pas? Si, des fois. Qu'est-ce qu'il te raconte? Ben, il se plaint toujours de la vie et des femmes. Des femmes. Celles auxquelles il pense. Il te dit leur nom? Ça m'est bien égal. Oui, mais quel nom dit-il? La grosse Régine ou la Roussotte? Il en prononce jamais un autre? Mais je sais pas, moi. Quand il dort, il ne dit rien? Non, mais t'as pas fini. Mais hein. réponds quand je te questionne! Lorsqu'il rêvasse, a-t-il le regard fixe, comme celui qui ne peut détacher son esprit d'une pensée unique? Qu'est-ce qui te bricole à ne pas rentrer? Je vais voir. Hein. Reste ici. C'était pour te rendre service. Qu'acoste-t-il? Près d'une rangée de pieux. Mais il fait trop nuit, tu pourras pas voir. Encore un qui veut tout gouverner. Ça prend pas avec Lazare. T'aurais pu venir m'aider? T'as rencontré le nouveau? Qui ça? Bah celui qu'on vient de nous amener. Voilà son sac. On s'est décidé à nous donner de l'aide. C'est pas trop tôt. Qui est-ce? Ben, d'abord, je l'ai pris pour un je ne sais pas qui, moi. Pour un ensorcelé ou pour un pape. Mais en tout cas, je peux bien te dire que c'est un pas grand-chose, hein. Parce qu'il m'a cassé ma meilleure flûte. Et où il est? Ben, il est allé à ta rencontre. Quoi, il me connaît? Il a demandé si c'est bien toi qui a une cicatrice en travers de la main. Qu'est-ce que ça peut lui faire?
Puis un tas d'autres choses. Si tu parles en dormant, ce que tu racontes couché sur ton ventre, et le nom de tes demoiselles. Césaire. Mais il fallait m'avertir tout de suite. Tu diras que tu m'as pas vu revenir. Et où veux-tu aller? Moi, je ne reste pas ici. C'est pas un gars avec qui je veux avoir affaire. Et dire qu'un jour, j'aurais pu l'assommer à coups d'aviron. Mais enfin, tu peux pas traverser le courant remonte. Je préfère le courant quand t'as ta tête avec lui. Doucement. On sort pas. J'ai bien fait de ne pas me laisser voir. Tu te serais sauvé sans entrer. Et dans cette île, je t'aurais pas rattrapé à la course. Pose ce couteau. J'ai rien dans les poches, moi. Qu'est-ce que tu veux? Je te jure bien que ce matin encore, je pensais pas à toi. Je cherchais simplement du travail quand j'ai lu ton nom sur les listes de la pêcherie. Ça m'a fait un drôle d'effet. Oh, je t'oubliais pas. Mais depuis 2 ans, il m'a fallu m'occuper de trop d'autres choses. D'abord régler mes comptes avec Yvon. Mais c'est pas moi qui t'ai soufflé la Rosemary, c'est lui. Il recommencera pas. On se doute qui a causé sa mort. On se trompe. Tu vas pas me dire qu'il est tombé du mât? Tu vas pas me dire non plus que tu travaillais pas sur le même bâtiment, non? On a pêché 3 semaines ensemble sur l'Orion. Ça n'a rien de louche, je suppose. J'avais bien le droit d'aller le rejoindre une fois mon travail fini et de lui raconter ce qui me passait par la tête. Comment veux-tu qu'un de vous se défende contre celui qui sait raisonner? Qu'est-ce que tu lui as fait? Moi? Rien. Ah. J'étais comme par hasard de même quart que lui. On causait entre les manœuvres ou bien de nos couchettes, qui étaient, tu le penses bien, comme celles de 2 frères, l'une à côté de l'autre. Et pourquoi il restait près de toi? Dès le second jour, il a voulu payer un camarade pour changer de place avec lui. Mais moi, j'ai payé le double. Et l'autre a refusé de quitter sa couchette. On ne croit pas que je le tourmentais, non. Jamais je n'ai fait allusion à ses amourettes. Nous parlions d'une voix tranquille. On aurait dit des amis de cœur. Il aurait mieux fait de s'échapper à la nage, l'imbécile. Au début, je le surveillais. Il ne se rendait pas compte du danger. Il l'a compris que trop tard, quand il ne pouvait plus étouffer son envie d'écouter ce que je lui racontais. Lâche et curieux comme vous tous. Ne regarde pas comme ça, hein? Tu parles comme Yvon. Je lui disais, je te regarde pas autrement que les autres. Si tu veux, je fermerai les yeux. Aurais-tu peur que je découvre les cornes qui soulèvent ta casquette? Au lieu d'en rire, il prenait des airs de bête traquée. Au point qu'un jour, le patron dans la Corée me questionna devant tout le monde. Oh. Il se plaint à vous aussi que je répondis. À moi, il ne fait que de raconter ses chagrins. C'est alors qu'un des gars dans la Corée a crié « Dis donc, Yvon, raconte ce que tu m'as dit des oiseaux de mer, de ceux qu'on appelle des fous, dont les ailes ont juste la longueur de nos bras étendus, et qui crient comme des hommes quand le vent les brise contre la mâture et qu'ils viennent s'assommer sur le pont. Même que tu m'as demandé si j'avais déjà vu des hommes dont les mains commençaient à se palmer. Quel tonnerre de rire. On s'entendait plus. Alors,
patron s'est approché d'Yvon. Il lui a simplement touché le front en disant « C'est un fou ». Si quelqu'un est cause du suicide d'Yvon, c'est lui par la façon dont il a prononcé ce mot. Alors, cette soupe, on la mange? Donnez une preuve qu'il s'est suicidé. Un fou. Il a toujours raisonné aussi bien qu'un autre. Pas depuis qu'il était sur l'Orient. Et qui lui a parlé des hommes changés en fous? Quelqu'un qui en a vu, je pense. Moi et toi, pardi. Si je te racontais que certains hommes ne trouvent de repos nulle part, qu'ils ont des angoisses comme si quelque chose travaillait tous leurs membres, et des battements dans les yeux, comme si une paupière blanche leur passait devant les prunelles. Toi, quel esprit saint, tu ne penserais pas tout de suite à la tête qui se ferme sur les yeux des oiseaux? Tu ne te frapperais pas à l'idée que ces malheureux sont attirés par le vide et que dès qu'ils s'endorment, ils croient brusquement y tomber? Ou bien ils rêvent qu'ils planent, supportés par leurs bras étendus, avec une voix qui veut crier, mais qui ne leur sort plus de la gorge. Yvon n'en avait plus sa tête à lui. Mais parce que tu le tenais comme une araignée. Mais c'est lui qui me lâchait pas malgré sa peur. Le soir dont je t'ai parlé, il n'est pas venu se coucher comme les autres. Quand j'ai vu que tout le monde dormait, j'ai renfilé ma vareuse et je me suis glissé dehors. Je savais bien où le trouver, sur une vergue, là où il se réfugiait quand il était pris de ses idées. J'ai grimpé à tâtons, car il faisait une obscurité à ne pas distinguer ses propres mains. Il ne pouvait pas m'entendre approcher à cause du sifflement là-haut. Mais je te jure bien qu'il m'attendait, car il n'a pas eu un sursaut quand il m'a senti contre lui. J'étais bien résolu à ne pas parler le premier, à le laisser languir jusqu'à ce qu'il fût rendu. Tout à coup, il s'est accroché à moi. Ma foi, il pleurait pour de bon. Il me mouillait les mains. Je crois bien que c'est en essayant de me les baiser. Mais tu mens. Je mens. C'est lui qui me suppliait au nom de sa défunte mère et de tous les saints de ne pas l'abandonner. Et il recommençait ses questions. Si vraiment je le croyais différent des autres, si j'en avais pas connu d'aussi malade que lui, qui en avait réchappé, et ce qu'ils éprouvaient quand l'idée recommençait à les tourmenter. Ce qu'ils éprouvent, tu le sens bien toi-même. Leurs membres s'engourdissent. Ils n'ont plus besoin de pieds, ils n'ont plus besoin de mains pour se retenir au filin. Ils n'ont plus qu'à laisser le vent s'engouffrer dans leur plumage et les soulever. Ils ne desserraient pas les doigts. Ils se cramponnaient de toutes ses forces. Mais un moment, il m'a fallu tâter d'une de ses mains la forme de son bras et de ses cuisses. J'ai compris que son esprit se défendait déjà presque plus et qu'il serait bientôt mûr à point. C'est toi qui l'as poussé dans le vide. Tout l'équipage de l'Orion m'est témoin que j'étais tranquillement à l'arrière en train de trier des bouts de filin quand il est venu se fracasser au milieu du pont. Ça va, toi? On mange pas? Alors, le travail. Ah, ben quand j'ai voulu te l'expliquer, tu m'as coupé la parole. Parce que c'est pas ce que je te demandais. Oh, tu te prends pour un roi. Quand c'est l'heure de la marée, chacun à son tour surveille les filets, sans quoi ils se détachent. Ou alors les bois flottants les déchirent. Puis à marée basse, on se met tous à tirer sur les cordes. À quel tour ce soir? Ah, ben en vérité, je crois bien que ce serait le tien.
Mais on t'en dispense, vu la nuit. Puis par égard pour le matériel. Alors, c'est toi qui veilles. Eh oui. Je t'accompagne. T'as peur? Je croyais que tu supportais la plaisanterie mieux qu'Yvan. Son affaire à lui est réglée. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu l'as pas aidé? Tu l'as pas aidé, la Rosemary, à ton tour? Écoute, si t'acceptes de partir tout de suite, je te dis où tu peux la trouver. Comme si je le savais pas. Mais alors va-t'en! Mais enfin, qu'est-ce que tu veux qu'il nous fasse? On n'a pas les doigts palmés, nous autres. On va pas nous jeter du haut d'une vergue, tu sais. Tu ne le connais pas. Un homme qui donne 5 francs pour une flûte de 30 sous. Là, ça malice. Je ne rendrai pas la différence. Quelqu'un qui sait pas ce que c'est que la musique, moi je trouve même pas que ce soit un homme. Ah non, c'est pas un homme. Et pour d'autres raisons que celles que tu crois. Qu'est-ce que tu veux dire? Questionne un peu la Rosemary. Il tourne autour des femmes comme un matou. Et quand il les a empaumées, il ne sait plus quoi en faire. Alors il les persuade que c'est de leur faute. Et qu'ils ne méritent pas qu'ils les touchent. Assez. Tu es une espèce de mort-né. Un malvenu qui ne peut connaître aucun plaisir. Et tu essaies de te venger sur les autres, hein? Je ne me venge pas de leur plaisir. Je leur prends. Du moment que j'étais sans sous, tu m'as rien pris à moi. Mais enfin, pourquoi tu as peur? Peur, moi? Ah, je vois bien ce qu'il faut lui rappeler. Si ça te fait plaisir de parler de la Rosemary, eh bien on en reparlera. Bon. Mais alors bonsoir. Tu ferais bien de prendre ton écharpe. Il fait froid. C'est une idée. Tu t'étonnes de rien, toi. Tu. Bonne nuit, vous deux. Eh ben, ça te calme, on dirait, de te rappeler tes amours. Tu peux te vanter de nous avoir donné du mal. Elle a assez pleuré pour toi, la Rosemary. T'étais même arrivé à lui faire croire qu'elle était laide. Heureusement, dès qu'on découvre tes ruses, t'es comme un crabe qu'on a mis sur le dos. Est-ce qu'on sait seulement si t'entends, si tu vois clair? Et pourquoi on t'a renvoyé du service des phares? Tu confondais le vert et le rouge. T'es pas un homme, à vrai dire, mais une souche. Et dire que j'ai pu prendre au sérieux tes simagrées. Tiens, le jour où la Rosemary et moi, on était étendus à la lisière du bois de Bourgueux, et qu'entre deux sommes, car l'amour, ça fatigue, on t'a entendu rôder dans les feuilles. Tu t'es pas approché, hein? T'es parti. Qu'est-ce que je pouvais faire? Naturellement. Tu l'aimes toujours, cette Rosemary? C'est une fille qu'on n'oublie pas si facilement. Tu l'as revue depuis 2 ans? Et plus d'une fois. Ne le dis à personne, mon vieux. Ne le dis pas. Pourquoi est-ce que je me gênerais? S'embrasser devant tout le monde? N'empêche, sois prudent. Vous parlez trop. On vous veut du bien. Mais vous oubliez que d'autres en savent plus long que vous. Ça finit par hériter. Ainsi est-ce bien sage de me rappeler mon meilleur souvenir.
Quel souvenir? Cette lisière du bois de Borguet. En fait, souvenir, t'es pas difficile. Ah. Le beau petit bois. Surtout du côté des dunes. Il y a Remblai, pas trop. Derrière lequel on est caché comme dans un nid. On y est bien. On étire ses jambes dans la mousse. On s'appuie du dos contre les racines d'un arbre. Tu nous as bien regardés, hein? C'est un pain. Un jour, j'ai glissé parce que la terre était couverte d'aiguilles. Rose-Marie pesait sur mon bras. Et je me suis fendu la main sur une pierre coupante. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je suis tombé sur la main. Il serait drôle tout de même qu'il te soit arrivé la même aventure qu'à moi. Ça, c'est une coupure de couteau. Faudrait être raisonnable, mon vieux. Et pas te donner des airs de connaître si bien le bois de Borgueux, qui sait si tu y as jamais été. Je sais ce que je dis et ça me suffit. Ah, tu sais, dis-tu, non, tu ne sais rien. N'aie pas peur, mes souvenirs sont nets. Tes souvenirs, parlons-en. Ta mémoire, c'est une clé qui voudrait retenir de l'eau. Tu veux parler d'endroits où tu n'as seulement pas été. T'as fini, non? Eh bien, fournis la preuve que tu connais l'endroit. Quand je m'appuyais aux racines du pin, dans le petit nid dont je veux parler, et qu'entre deux sommes, car l'amour ça fatigue, j'en trouverai les yeux. Assez! Eh bien, François, quand on entrouvre les yeux, qu'est-ce qu'on aperçoit juste devant soi? Tu vas me laisser tranquille. N'essaie pas d'échapper. Qu'est-ce qu'on aperçoit? Tu vois que tu ne te rappelles pas. Où veux-tu en venir? Tu verras bien. Nous avons tout le temps. Il faisait vent d'est. Tu crois pas? Mais, puisqu'elle s'est plainte que le sable lui piquait les yeux, elle n'était pas contente, cette pauvre petite. C'est pas vrai. Elle me disait qu'elle voulait rester là toute sa vie. Quand vous avez d'une femme ce que vous en vouliez, vous n'êtes plus attentif à rien. Elle était de mauvaise humeur. Tu ne sais plus. Tu ne sais plus. J'écrase tes souvenirs comme de la mie de pain. Et je les détruirai, miette à miette, jusqu'à ce qu'il ne t'en reste plus. Au point qu'il me faudra t'expliquer, Rose-Marie, c'est moi qui l'ai eue. Il se peut que mon vieux père chauve énoué n'ait su me faire qu'un corps infirme. Mais il m'a donné l'esprit. Et l'esprit est plus fort que tout le reste. L'esprit calcule. L'esprit ne se lasse point. L'esprit n'oublie point. Prends une chaise. On sera mieux pour causer. Tu veux pas causer? Même pas de Rose-Marie. Je la vois avec tant d'honnêteté. Elle est là, devant moi, vivante. Je puis te la décrire dans les moindres détails. Les paillettes d'or qui font un cercle autour du noir de ses yeux. Et entre son col toujours dégrafé sa peau.
Et le grain de beauté sur sa hanche gauche. Rien de ce que j'ai regardé, je ne l'oublie. Tout ce que tu essaies confusément de retrouver, moi je le vois. Tout ce que tu as oublié, moi je le sais. Tu sens déjà que tu ne sauras plus d'elle que ce que je voudrais t'en dire. Elle est à moi. Tu n'as jamais dû voir ma Rosemary. Tu n'as jamais dû la voir. S'il a démoli la barque, c'est de toute façon que tu puisses pas la réparer. Alors ça sert à rien d'essayer. Tu n'y arriveras pas. Il n'y a plus que 5 jours de patience. 5 jours, c'est pas une éternité. Dimanche, on ourlait, et tu t'en vas si ça te chante. Tu t'imagines que t'es hors de cause. Et tu voudrais lui plaire en te liant contre moi. Quand j'aurai subi le même sort qu'Yvon, ce sera ton tour. Tu me fais rire, toi, alors. Tiens, au premier mot qu'il m'adressera, je lui dirai, allez, pèle les pommes de terre. Et il les pèlera. Non, je crois plutôt que c'est moi qui risquerais de lui faire du mal. Tu peux rire. Ça m'aidera toujours à pas m'endormir. Je n'ose plus fermer les yeux. Dès qu'il voit que je dors, il se lève. Oh, en voilà des histoires. Il dort comme un bloc. C'est peut-être son esprit. Il n'arrête pas de parler de la Rosemary. Il essaie de m'embrouiller avec ses souvenirs. Tiens, le signe qu'elle a sur la hanche. Je sais pas si c'est moi qui lui en ai parlé le premier ou si c'est lui. Oh, j'aurais dû me coudre la bouche. Il ment, je suis sûr qu'il ment. Je ne sais pas à quel instant, juste, il commence à mentir. Il m'appâte peu à peu jusqu'à ce que je morde. Et maintenant, je l'ai là, son hameçon. Fallait pas lui prendre sa Rosemary. Elle n'arrêtait pas de gémir, de pleurer. Elle était malheureuse. Plutôt, oui. Tu sais que dans ce cas, t'avais pas tout à fait tort. Mais alors si c'est lui qui est fautif, mais prends-moi un bon gourdin et montre-lui qu'il ferait mieux de te laisser tranquille. On ne peut rien contre lui. Mais si. On peut le rosser. Moi, j'ai beau faire de la musique sous son nez, il veut même plus me casser mes flûtes. Tu trouves naturel, toi, que gauche comme il ne se soit jamais blessé? Dans la main qu'il s'est coupée sur une pierre, je l'ai vu. Il n'y a même pas une cicatrice. Ah, s'il était fait comme nous autres. L'as-tu déjà vu prendre peur? Oh non. As-tu vu quelque chose lui faire mal? Cherche bien, car si nous découvrions par où on peut l'attaquer... Si jamais... Est-ce que je sais, moi? On l'entendait gémir pour une brûlure ou pour un coup. Qu'est-ce que tu ferais? D'un seul bond, comme un chien sur un rat. Mais c'est... Non, il est trop fort. Oh, il peut à peine soulever l'ancre et la chaîne. Et toi, tu les portes à bras tendus. Il a la force de 100 diables. Si tu te signes... Tu trouves ça normal de te laisser servir par un homme qui vaut mieux que toi? Alors toi, c'est pour que les anciens obéissent aux jeunes? Moi, ça me va. T'appelles ça un homme? T'appellerais pas homme non plus cet enfant de 10 ans qui se laisse brûler vif, plutôt que d'obéir à ceux qui voulaient lui faire renier sa foi. T'aurais pas résisté longtemps, toi, tout homme que tu es. Oh non, laisse-le, hein. Dis donc, toi, pèle un peu les pommes de terre, hein. Si c'est pour te faire plaisir. Tiens. Passe-moi ton couteau.
Fais attention. Je t'ai blessé? Et heureusement que j'ai retiré mon pied. Il est rudement lourd, ton couteau. Il a coupé comme du saindoux le bord de ma semelle. C'est le couteau de Benoît. Tu vois, mon vieux, rien n'y sert. Il essaie de te défendre. Tu n'aimes pas les plaisanteries? Pas les tiennes. Eh ben alors, parlons sérieusement, car depuis ce matin, je ne pense qu'à une chose. Tu es d'un côté de ma Rosemary. Tu la vois de profil. Ne recommence pas, hein? Je suis de l'autre côté. Tu ne me vois pas, mais tu le sais. Et tu sens que je l'embrasse comme j'en ai le droit, puisqu'elle m'appartient. Alors, tu tournes autour d'elle. Mais déjà, je n'y suis plus. Je suis de l'autre côté. Et tu devines que je l'embrasse encore. Mais tu vas te taire. Et tu continues à me poursuivre sans jamais pouvoir me séparer d'elle. Et tu tournes. Mais fais le taire, non? Mais enfin, laisse-le tranquille maintenant. Je lui donne de quoi penser pour les moments où il est seul. On aimerait mieux vivre avec d'autres que toi. Je ne t'ai pourtant rien fait. Tu tourmentes tout le monde. Pendant plus d'années que tu n'en as, c'est moi qu'on a tourmenté. Tout le monde s'y mettait. Les chefs, les camarades, jusqu'aux passants, aux gamins. S'il y avait un travail dégoûtant, on disait c'est bon pour Césaire. Je ne pouvais pas sortir des soutes et des égouts. Car celui qui sort de la boue, on n'en veut plus là où c'est propre. Ben, je voulais du travail comme celui que vous avez tous, un travail que j'aurais aimé. C'est tout juste s'il ne me fallait pas tendre la main. Je disais, je n'ai pourtant pas tué père et mère. J'ai de la bonne volonté. Dieu n'est pas juste. Mais qui t'a tiré d'affaire? Je vais te dire à toi ce qui m'arriva. Je tirais la vase d'un canal sous un pont. Quelqu'un qui passait sur la route cracha sur moi par-dessus le parapet. Je sais pas s'il le fit exprès, mais c'était trop. Je poussai un cri, mais pas comme on crie volontairement. Un cri qui dut faire peur à l'homme. En de bon, j'étais sur la route. L'homme avait une drôle de figure. Je le regardais droit dans les yeux. Il se mit à reculer. Je sentais qu'il m'obéissait. Je lui dis, descends là, dans la vase. Ramasse mon chapeau et ma veste. Il descendait. Il marchait dans la boue avec son pantalon de toile blanche. Et il m'a rapporté mes hardes comme si j'étais son seigneur. Après, je crois que j'ai marché droit devant moi. Je ne savais que répéter, ah, mon Dieu, mon Dieu. Je sentais que j'étais un autre homme. Qu'il y avait quelque chose en moi qui pouvait obliger les plus forts à m'obéir. Quelque chose dont moi-même j'avais peur. J'en fis l'épreuve. Une seconde fois. Une troisième. Et peu à peu, je compris que cette force, c'était l'esprit. Ça doit te plaire de commander, hein? Non. Ça ne me plaît pas. On ne te maltraite plus? Tu crois que j'y ai beaucoup gagné? Tous ceux que je vois, j'essaie de les faire plier devant moi. C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher d'essayer.
Ils le sentent et ils m'en veulent. Ils m'en veulent plus qu'au temps où ils me forçaient de curer leurs égouts. Je voudrais vivre en paix. Mais qui t'en empêche? Je voudrais vivre auprès de quelqu'un à qui toutes ces choses soient égales. L'esprit ou pas l'esprit. Qui me traite comme n'importe qui. Mais sans mépris, sans se tenir toujours sur ses gardes. Un bon compagnon, gai, qui s'étonnerait pas de grand-chose, même s'il joue de la flûte. Il n'y a pas de mal. Mais personne ne jouerait près de toi par plaisir. Jamais pourtant je ne t'ai inquiété. Jamais je ne t'ai parlé de ce petit pré qu'on appelle le lieu rosé et que tu espères pouvoir un jour acheter. Commence pas avec moi. Mais j'ai jamais essayé de t'en dégoûter. Bien que je connaisse l'endroit comme si j'y avais vécu, le coin sur la bord de la route, où les gens du village jettent leurs vieilles boîtes de conserve et leur assiette cassée. Laisse-moi. Lazare! Lazare! Lazare. Pardonne-moi. Je te dirai plus rien. C'est l'habitude qui m'a repris. Je te parlerai de ce qui te fera plaisir. Lazare. Ne t'éloigne pas. Comprends-moi. Si tu savais ce que c'est que de vivre seul. Mais t'avais ta Rosemary? Sois bon, mon garçon. Ne me parle pas d'elle. Tu l'aimais pas? Moi? Mais alors il fallait vous mettre d'accord. Je te dis que je l'aimais. Mais ce que je sais, moi, elle m'obéissait trop. Elle pleurait trop. Nous nous détestions de toutes nos forces. Tu veux que je te donne un conseil? Mais tâche de la retrouver. Jamais. Jamais, tu sais pas ce que tu dis. Alors tu veux que je te donne un autre conseil? Renonce-y. Tu veux pas non plus? Bah alors moi je sais plus quoi te dire, écoute, hein. Je peux plus que te consoler. Tiens, si ça te fait plaisir. Rosemary. Rosemary. Hé, il pleure. Comme tu as dit ça, mon garçon. Ah non, pas ça. Hein.
peux te vanter d'être brave, hein. Assommé par derrière quelqu'un qui t'entend pas venir. Il faut le jeter à l'eau. Non. Attends au moins qu'il soit froid. Puis ça te regarde. Parce que c'est pas moi qui l'ai gêné. C'est toi que t'as voulu délivrer. Je pense que maintenant t'as de nouveau ta tête. Je vais être de nouveau comme avant. Je vais respirer. Je vais penser à Rosemary comme il me plaira. Il ne sera plus là pour mentir. Pour me dire qu'elle était à lui. Car c'était pas vrai. C'est pas vrai. Mais je sais pas, moi je l'ai pas connu. Dis pas ça. Ne parle pas comme lui maintenant. Lazare, je te demande de m'aider. De m'aider à me retrouver. Dis, tu te rappelles quand je te parlais d'elle? C'était peut-être toi qui mentais. Et c'est toi maintenant qui voudrais me faire perdre la tête? Mais t'y arriveras pas. Je saurais remettre mes idées bout à bout. Je vais la retrouver. Je vais fermer les yeux. Et je la reverrai. Je verrai son visage. Sa bouche. Mais dis quelque chose! Quand tu penses aux gens de chez toi, tu les vois qui remuent, qui te parlent, tu vois leur figure. Tandis que moi, tout flotte et se brouille. J'aurais dû le forcer de reconnaître qu'il avait menti. Le forcer devant toi. Et maintenant, c'est trop tard. Il fallait le forcer de parler. C'est avec ça que tu m'as frappé. Je comprends que j'ai manquante. Tu as bien choisi ton moment. Mais c'est toi qui m'as poussé à bout. Sans ça, je l'aurais pas fait. Je voulais pas mourir comme Yvan, moi. Peut-être que t'en réchapperas. On va te soigner. Dis seulement un mot. Dis que tu t'amuses à me tourmenter. Et que ces histoires sont pas vraies. Non. Tu as cogné solidement. On s'agite. On cherche à se faire du mal. On se dit pas que c'est bête. Écoute. Lazare, viens m'aider vite. Lazare. Là. Tu étais là. Tu ne l'as pas empêché. Tu l'aidais peut-être. Répondant. Ah non. Non. Vous ne m'aurez pas. Vous, tous les deux. L'esprit n'est pas encore mort. Non. Tu n'as pas connu ma Rosemary. Elle n'a jamais appartenu qu'à Césaire. Non. Tu n'as pas connu ma Rosemary.
Jacques Copeau nous parle de Pontigny. Sans M. Desjardins, l'abbaye allait certainement devenir, en 1906, une carrière que les entrepreneurs du pays eussent rapidement épuisée. Par le nouveau propriétaire, les vestiges romans furent dégagés, restaurés, aménagés. Une inscription remémora l'antique présence des cisterciens au seuil du monastère abandonné. 4 ans plus tard, M. Desjardins instituait à Pontigny ses entretiens d'été, dont la visée principale est une venue au contact des personnes qui, chacune en son pays, chacune en sa fonction, coopérant à distance et souvent sans le savoir, peuvent trouver avantage à se connaître, à s'interroger, à s'informer mutuellement. Bien, Augustin Glaise, nous voici dans cette salle des convers de l'abbaye de Pontigny, où les fondateurs de la NRF, invités par Paul Desjardins, se réunirent si souvent. Vous venez d'achever une thèse sur la Nouvelle Revue Française. Vous êtes le spécialiste de cette question. Pourriez-vous nous dire dans quelles conditions la Nouvelle Revue Française a vu le jour? Il faut se reporter aux toutes premières années du XXe siècle et se rappeler que ça a été l'âge d'or des revues. Et Gide et les amis qu'il a groupés autour de lui, avant de fonder la Nouvelle Revue Française, ont écrit dans les revues qui existaient à ce moment-là. Par exemple, la Revue Blanche, qui est très connue, ou l'Ermitage. Et c'est petit à petit que Gide et ses amis ont décidé qu'après tout, ils pourraient bien fonder leur propre revue. Mais comme ils se défiaient de leur force, ils se sont, pour ainsi dire, alliés à un homme qui est oublié aujourd'hui, qui lui-même dirigeait et rédigeait quasiment seul une petite revue qui s'appelait Les Marges. Ils ont donc décidé de s'allier à Eugène Montfort. Et à quel moment ces efforts de mise en train de la revue ont-ils abouti? Eh bien, le premier numéro de la Nouvelle Revue Française est sorti en novembre 1908. Ce premier numéro a été aussi le dernier, du moins de cette équipe disparate, parce que le conflit a immédiatement éclaté entre le groupe des Amis de Gide et le groupe des Amis de Montfort. L'incident a été provoqué par la publication dans ce numéro 1 d'un article et d'une petite note qui ont choqué les Amis de Gide. L'article était à la gloire de D'Annunzio. Or, D'Annunzio était d'abord une sorte de vedette internationale, et puis D'Annunzio représentait en matière littéraire, poétique, artistique, ce qu'on appellerait aujourd'hui une forme d'esprit baroque, qui était tout à fait opposée à la forme d'esprit de Gide et de ses amis. Quant à la petite note, elle les gratignait, Mallarmé, le souvenir de Mallarmé. Or, Gide et ses amis, tout en s'éloignant de ce qu'on appelle le symbolisme, tout en s'éloignant de Mallarmé, gardaient un respect très grand pour l'effort artistique de cette période, et il leur semblait qu'il était inconvenant d'ironiser à propos de Mallarmé. Mais quelles ont été les conséquences de cette rupture, au fond, très tôt? Eh bien, les conséquences ont été très heureuses, au fond, puisque Eugène Montfort est retourné à ses marges, tout en laissant, avec beaucoup de bonne grâce, le titre, car le titre, la Nouvelle Revue Française, c'était Eugène Montfort qui l'avait proposé, et le groupe des Amis de Gide a décidé de repartir sans ses alliés provisoires du début, et c'est ainsi alors qu'en février 1909 apparut le numéro 1 de la Nouvelle Revue Française Nouvelle Manière, c'est-à-dire que la Nouvelle Revue Française a eu 2 numéros 1. Il y a 2 choses à noter, si vous voulez, pour ce premier numéro de la vraie Nouvelle Revue Française. C'est d'abord que
elle était dirigée par 3 personnes. Le nom de 3 des amis de Gide apparaissait comme comité directeur. Mais le nom de Gide lui-même n'apparaissait pas. Non, le nom de Gide n'a jamais paru pour, je pense, des raisons assez complexes. D'abord parce qu'il ne voulait pas avoir l'air d'accaparer la revue, car il était plus connu, relativement plus connu que ses amis. Il avait quand même derrière lui une œuvre, ce qu'ils n'avaient pas, eux. Et puis aussi peut-être pour se réserver une certaine liberté de mouvement par rapport à la revue qui l'inspirait, mais qu'aux yeux du public, il ne dirigeait pas. Jacques Naville, vous avez été pendant longtemps le collaborateur de Jean Schlumberger. Il vous a souvent entretenu des débuts de la Nouvelle Revue Française. Pourriez-vous nous dire quelle était l'atmosphère qui, à l'époque, régnait rue d'Assas? La Nouvelle Revue Française a groupé un certain nombre d'amis qui avaient chacun leur caractère, leur qualité d'écrivain. Jean Schlumberger a en fait été le centre et a servi de pivot, je dirais, à toute cette activité, notamment l'activité pratique et matérielle. Car, comme il me le disait, dans cette pièce qui était celle de son appartement, où il habitait avec sa famille, dans cette pièce avait lieu au fond tout le fonctionnement de cette revue. Et à l'époque 1909-1910, les moyens matériels dont il disposait étaient tout de même assez limités. C'est là qu'il discutait des notes, qu'il voyait les textes, qu'il préparait les sommaires des revues. Et même si entre eux ils correspondaient à ce sujet-là, c'est tout de même toujours sur Jean Schlumberger que venait se regrouper toute l'activité. Et c'est pour ça que souvent je pense à Schlumberger comme le lieu géométrique de cette Nouvelle Revue Française. Gide, qui voyageait beaucoup, le chargeait de maintes besognes. Quand on connaîtra ses lettres, leur correspondance, on se rendra compte du rôle essentiel qu'a joué Schlumberger. Sans Jean Schlumberger, l'entreprise de la Nouvelle Revue Française n'aurait peut-être pas trouvé son développement, je dirais, aussi réussi. Peut-on, dès cette époque, donner les grandes directions de la Nouvelle Revue Française? Le mot de direction est très bien choisi, car il y a eu un livre de Guéon qui s'est appelé précisément « Nos directions ». Mais ce qu'il faudrait plutôt souligner, c'est que les hommes de la Nouvelle Revue Française, c'est-à-dire les 4 que je viens de nommer, Gide, Schlumberger, Copeau, Ruiters, plus les 2 qu'il faut ajouter, Henri Guéon et Michel Arnaud. Michel Arnaud, c'était le pseudonyme de Marcel Drouin, qui était le beau-frère de Gide. Eh bien, ces 6 hommes s'étaient groupés autour des années par affinité amicale, et que la revue est née de cette entente amicale, et le programme, si l'on peut parler de programme, est né de l'entente amicale et non pas l'inverse. C'est un exemple, je crois, tout à fait particulier d'une amitié qui a donné naissance à une action littéraire. Jean Schlumberger. Ce que nous voulions faire, c'était créer un espace où la vraie littérature put s'éployer comme elle en avait le droit. Vous me direz que ce n'était pas malin de vouloir faire une revue brillante quand on avait à sa disposition les œuvres de Claudel, de Valéry, de Gide. Mais je vous ferai remarquer qu'à cette époque, ces grands noms étaient parfaitement inconnus et que loin de donner de l'éclat à une revue, ils étaient plutôt des points faibles, des points sur des dérisions et d'attaques. Mais d'où venaient ces hommes? Qui étaient-ils? On pourrait dire qu'ils appartenaient en gros à la bourgeoisie libérale de l'époque. Ce que je voudrais simplement souligner, c'est que souvent on a considéré qu'ils étaient très riches. Or, ce n'est pas vrai. Gide avait évidemment
une certaine aisance, même un peu plus qu'une certaine aisance, mais un certain nombre de ses amis étaient vraiment très dépourvus de ressources. Seulement, ce qu'il y a eu de beau dans ce groupe, c'est que ceux qui avaient de l'argent aidaient ceux qui n'en avaient pas. Un autre trait, je crois qu'ils avaient en commun, c'est un très grand amour de la vie. Et là encore, il faut réfuter un certain nombre de légendes qui les ont représentés comme des intellectuels abstraits. Non, ils aimaient beaucoup la vie et en particulier, ils adoraient les voyages. Ils étaient continuellement en voyage, ce qui, il faut le souligner, n'a pas facilité la confection de la revue. Eh bien, ils avaient un certain intérêt pour les sports qui pouvaient se pratiquer à ce moment-là. Lorsqu'ils ont accueilli des jeunes gens comme Jacques Rivière et Alain Fournier, eh bien, des hommes comme Jacques Rivière ou Alain Fournier étaient passionnés de courses automobiles et même des premiers meetings d'aviation. Ces écrivains se sont donné un outil, non sans mal, comme nous venons de le voir. Quel a été son usage? Il y avait un grand vide, ou du moins les contemporains avaient le sentiment d'un grand vide poétique depuis ce qu'on avait appelé le symbolisme. Et il est certain que parmi les valeurs méconnues que Gide voulait imposer au public par la création de la Nouvelle Revue Française, il y avait en tout premier lieu Claudel. En second lieu, Francis Jammes. Malheureusement, dès 1910, ils se sont un peu éloignés l'un de l'autre. Et en matière de poésie, celui qui était considéré comme leur expert, c'était Henri Guéon, qui lui-même était poète et qui avait une admiration sans borne pour Vielle-et-Griffin, si bien que vous trouvez fréquemment, dans ces premiers numéros de la revue, vous trouvez fréquemment des poèmes de Vielle-et-Griffin, ainsi d'ailleurs que des poèmes de Verhaeren, parce que Verhaeren et Vielle-et-Griffin, aux yeux des contemporains, représentaient, comment dire, une certaine aération par rapport aux poètes symbolistes. Mais cet intérêt pour la poésie s'est peut-être un peu amenuisé au cours des années, et parmi les poètes plus jeunes que ceux que je viens de nommer, je ne vois guère au fond que Léon-Paul Fargue, et surtout celui qui s'appelle aujourd'hui Saint John Perse, mais qui ne s'appelait à ce moment-là que Saint Léger, qui aient été vraiment des poètes publiés d'une façon relativement fréquente par la Nouvelle Revue Française. Mais ils ont par exemple passé à côté d'Apollinaire. On peut donc dire que leur intérêt pour la poésie, qui était grand encore une fois au début, a été petit à petit peut-être en diminuant et que leur flair poétique n'a pas été au fond très très développé. Ont-ils eu une influence sur le roman dès cette époque? Oui, sinon une influence, du moins la question du roman les a beaucoup intéressés et je crois précisément que leur intérêt pour la poésie a diminué en fonction de leur intérêt croissant pour le roman, que Jacques Rivière exposera en 1913 dans son essai sur le roman d'aventure. Il voulait restaurer le sens de l'imprévisible. Et c'est cela, c'est par cette sensibilité à l'imprévisible que la Nouvelle Revue Française, je crois, a orienté les esprits vers une forme de roman nouvelle. Nous allons un instant quitter Pontigny et cette époque qui fut celle de la naissance de la NRF pour demander à Marcel Arlan de quelle façon les hommes de sa génération subirent l'influence des pères fondateurs de la Nouvelle Revue Française. La Nouvelle Revue Française a joué pour nous un rôle prépondérant. Nous la connaissions déjà, nous l'avions lue dans nos collèges en province, nous aimions ses écrivains. Qu'est-ce que nous y avons trouvé? Nous y avons trouvé, nous avons d'abord aimé l'indépendance. On a dit au début que c'était une chapelle, le mot est trop. Cette chapelle, si chapelle il y eut, n'a pas cessé de s'élargir. Au demeurant, il y avait une continuité, en ce sens que si Gide ne s'en occupait plus, ni Copeau, Schlumberger, du moins, restait l'ami le plus sûr et précieux de la Nouvelle Revue Française, et Jacques Rivière, qui en avait été le secrétaire avant la guerre, en est devenu le directeur.
Alors, ce que nous aimions, ce qui nous attirait dans la Nouvelle Revue Française, c'était donc, je l'ai dit, son indépendance, c'était ce fait qu'elle se fût fondée contre la commercialisation de la littérature, une littérature trop facile. C'était avant tout le sens qu'elle avait de la qualité. Elle marchait, elle pariait uniquement pour des œuvres de qualité. Encore autre chose qui a joué un rôle prépondérant. Elle était donc une école littéraire, mais elle était au moins autant une école éthique. Elle joignait les problèmes éthiques pour un écrivain, au pur problème d'esthétique. C'est-à-dire, un écrivain, par exemple, ne devait pas viser immédiatement au succès, il devait être le plus sincère possible, le plus respectueux de l'œuvre qu'il avait à faire. Si le succès venait un jour, tant mieux, sinon on continuerait. Et d'autre part, c'était, je crois, la seule revue, et dès le début, Schlumberger y avait beaucoup tenu, c'était la seule revue qui est une partie critique solide. C'est-à-dire dont la critique n'était pas dépendante du succès ni même des prix littéraires, des jeux de mode, mais où l'on examinait scrupuleusement la valeur d'un livre. Que ce fût d'un ami, que ce fût d'un écrivain étranger à la revue, il y avait le même contrôle, la même rigueur, car les gens de la NRF, et ça a continué, étaient des critiques très sévères, les uns pour les autres. L'équipe de la Nouvelle Revue Française accordait, dit-on, beaucoup d'importance aux notes qui figuraient à la fin de la revue. Eh bien, je crois que la raison, c'était leur besoin de juger et leur besoin de séparer le bon grain de l'ivraie. Et ce que vous dites est très juste, n'est-ce pas? Si on veut trouver vraiment l'opinion alors des fondateurs de la revue, c'est dans les notes qu'il faut la chercher. En particulier, à partir de 1912, vous avez deux hommes qui tiennent une place considérable, je veux dire une place en nombre de pages et aussi par leur talent dans la revue, c'est André Suarez et Albert Thibaudet. On peut dire que Thibaudet et Suarez étaient deux grands invités, mais seulement des invités. La NRF eut-elle un rôle critique sur d'autres objets que ceux de la littérature pure? Et Jacques Rivière a écrit de très beaux articles sur la peinture, qui ont d'ailleurs été recueillis dans son livre d'études. Cézanne avait l'amour de la localité. Il comprenait avec quelle ferveur les objets adhèrent à l'endroit qui leur est donné. Non moins que leur situation, de ces toiles m'émeut la durée. La même pesanteur maintient les choses dans le temps qui les maintenait dans l'espace. Elles subsistent, elles sont attachées à leur propre permanence. La couleur, en effet, n'est pas celle que la lumière parsème répand comme une eau sur les choses. Elle est immobile, elle vient du fond de l'objet, de son essence. Elle n'est pas son enveloppe, mais l'expression de sa constitution intime. C'est pourquoi elle a la dense sécheresse de la flamme et garde dans l'apparence cette intériorité de ce qui se nourrit de soi-même. Le terne flamboiement des tons. Il semble que Cézanne l'ait obtenu en enlevant aux surfaces cette fluidité brillante où jouent les variations et les glissements de l'atmosphère. Il a gratté pour découvrir sous les instants la durée. Sur les musiciens, il y a également de très beaux articles d'Henri Guéon. Au fond, j'ai l'impression que la peinture et la musique étaient traitées surtout par Henri Guéon, puis par Jacques Rivière, lorsque Jacques Rivière a été introduit comme secrétaire de la revue. Si l'art ancien nous paraît si séduisant, c'est que nous n'en avons que la sélection devant les yeux. Sélectionnez de même notre art moderne, et vous n'aurez aucune peine à en constater la sûre et immortelle beauté. L'avenir appartient à l'artiste qui aime et admire le peuple, et qui tire de cet amour et de cette admiration sa force créatrice. Un don immense de sympathie lui sera nécessaire. Il faudrait, me semble-t-il, qu'il trouvât les lignes et les courbes de ses œuvres dans les gestes mêmes du travailleur. Ils sont parfois si beaux et si amples, ces gestes, qu'à les transcrire simplement et directement, on aboutirait à fixer soit un galbe, soit une plastique. En 1912,
Jacques Copeau, directeur en titre de la revue, fonde le Vieux Colombier et entraîne l'équipe de la Nouvelle Revue Française dans l'aventure du théâtre. Par bonheur, nous avons atteint l'âge d'homme sans désespérer de rien. À des réalités détestées, nous opposons un désir, une aspiration, une volonté. Nous avons pour nous cette chimère, nous portons en nous cette illusion qui donne le courage et la joie d'entreprendre. Et si l'on veut que nous nommions plus clairement le sentiment qui nous anime, la passion qui nous pousse, nous contraint, nous oblige, à laquelle il faut que nous cédions enfin, c'est l'indignation. Marie-Hélène d'Asté, ce texte de votre père, publié en 1913 dans la Nouvelle Revue Française et que vient de dire François Darbon, doit vous rappeler des souvenirs d'enfance. Avez-vous assisté au premier spectacle donné ici au Vieux Colombier par votre père? Oui, j'ai assisté au premier spectacle en partie, car ce spectacle se composait d'une femme tuée par la douceur, qui n'était pas un spectacle pour les enfants, et heureusement de L'amour médecin de Molière. Alors nous arrivions, mon petit frère, ma petite sœur et moi, d'assez bonne heure au théâtre, et ce spectacle interdit, naturellement, il nous intéressait énormément. Alors nous collions l'œil à la porte, là derrière, et nous pouvions apercevoir sur la scène des scènes que nous avions d'ailleurs déjà vues, car le spectacle avait été répété pendant l'été au Limon, chez nous, près de la Ferté-sous-Jouarre, et tous les acteurs que nous apercevions en scène étaient déjà nos amis. Nous pouvions voir le dos de Louis Jouvet, notre grand ami, qui était dans Une femme tuée par la douceur un figurant, car il avait été engagé comme régisseur, ayant un curieux défaut de prononciation, et on pensait qu'il ne serait jamais un acteur. Mais il suffisait de voir son dos pour reconnaître tout de suite un acteur. Plus tard, ça a été la grande fête et la grande réussite du Vieux Colombier, La Nuit des Rois, qui était aussi un spectacle auquel les enfants pouvaient assister. Et ce spectacle qui avait envoûté tout Paris et qui avait été le départ du grand succès du Vieux Colombier, nous envoûtait aussi, nous les enfants, et je crois bien que c'est là que j'ai puisé le désir secret de vivre à mon tour cette vie du théâtre. Oui, je crois que ce que vous venez de dire m'amuse parce que vous avez gardé un souvenir très éclatant, très joyeux, et à propos de l'échange, je me rappelle que la critique a trouvé que soit par la diction des acteurs qui psalmodiaient, selon d'ailleurs la volonté de Claudel, et soit par l'atmosphère générale qui a paru un peu sombre à la critique. Je crois que la critique a renouvelé à cette occasion contre le Vieux Colombier un reproche qui était un petit peu, qui revenait constamment, et qui était un reproche d'austérité, de protestantisme et je ne sais quoi. Oui, sous la plume de Soudet, journaliste du Temps. Oui, bien entendu. C'était une critique qu'on pouvait comprendre à la rigueur, mais en réalité, cette austérité était une volonté, puisqu'il s'agissait de balayer la scène de tous ces prestiges anciens, et que Copeau avait dit dans ce même manifeste que vient de lire Darbon, que pour l'œuvre nouvelle, qu'on nous laisse un tréteau nu. C'était une période par laquelle il fallait passer avant d'atteindre autre chose. Et effectivement, tous les spectacles de cette époque portent la marque de cette nudité et de cette volonté d'austérité, si vous voulez, mais de laisser la place nette à autre chose que ce qui avait été auparavant. Mais dans leur vie privée, votre père et ses amis de la Nouvelle Revue Française, je crois, ne vivaient pas d'une façon tellement austère. Jacques Copeau a dit lui-même, on parle toujours de nous comme de tristes et longues figures, cela nous fait bien rire. En vérité, il parlait de lui-même et de ses amis de la Nouvelle Revue Française, personne n'a étreint la vie avec autant d'ardeur. Au contraire, la vie des intellectuels que j'ai connus à cette époque-là était
elle était gaie, mais elle était surtout joyeuse. C'était des hommes qui étaient possédés d'une passion pour ce qu'ils faisaient, qui s'y donnaient entièrement et qui s'y donnaient avec joie. Et ça, c'est un état d'esprit qui avait une grande portée sur les êtres jeunes et qui a eu une grande influence sur nous, la génération suivante. Nous sommes proches de la guerre de 14. L'imminence du conflit a-t-il suscité des prises de position de la part des rédacteurs de la Nouvelle Revue Française? Prise de position serait beaucoup dire, et l'imminence du conflit n'était pas perçue par une grande partie du public de l'époque. Mais ce qu'il importe tout de même de souligner, c'est que les fondateurs de la Nouvelle Revue Française étaient patriotes. Les artistes ne sont point d'innocents et nomades jongleurs. Tout ce qui touche la vie publique les requiert, écrivait Jean Schlumberger. Est-ce que ces préoccupations sociales se manifestaient dans la Nouvelle Revue Française? Alors, on parlait à ce moment-là d'avoir l'esprit social. En particulier, un homme comme Jean Schlumberger avait certainement cet esprit. Et Gide lui-même, s'il a attaché une si grande importance à un écrivain comme Charles-Louis Philippe, qui est mort à la fin de 1909, c'est certainement qu'il admirait le talent de Charles-Louis Philippe, mais c'est aussi que Charles-Louis Philippe était un fils du peuple et que le bourgeois, et même le grand bourgeois qui était Gide, avait une espèce de complexe d'infériorité, disons, n'est-ce pas, à l'égard de ce fils du peuple. Mais n'était-ce pas justement aux universités populaires que vous venez d'évoquer que Jean Schlumberger fit la connaissance de Paul Desjardins? C'est dans l'entourage également de Paul Desjardins que Jean Schlumberger a fait la connaissance de Pierre Hampe. Et c'est Jean Schlumberger qui a amené Pierre Hampe à la Nouvelle Revue Française. Or, Pierre Hampe représentait une forme de la littérature très orientée justement vers les préoccupations d'enquête sociale. Ceux qui pensaient être descendus avec les romans de Zola au cœur même de la vie ouvrière, ceux-là seront assez surpris, ouvrant le livre de Pierre Hampe, de constater la distance qui sépare le point de vue d'un bourgeois, eût-il l'esprit ouvert et la sympathie éveillée, du point de vue d'un homme qui a vécu de la vie ouvrière. Et je dirais même que lorsque Roger Martin Dugard, qui était complètement inconnu du groupe de la Nouvelle Revue Française, a amené Jean Barrois en juillet 1913, Jean Barrois qui venait d'être refusé par Bernard Grasset, eh bien c'est Schlumberger qui a été son premier lecteur, et certainement dans Jean Barrois, il a été intéressé par toute une expérience dreyfusiste, etc., qui lui rappelait son passé personnel. Mais à propos de Jean Barrois, pourriez-vous nous expliquer dans quelles circonstances la NRF fut amenée à créer sa propre maison d'édition? Oui, en effet. Créer une maison d'édition avait été d'ailleurs l'intention de Gide dès avant la création de la revue. Mais ce qui a retardé les choses, c'est que le groupe n'arrivait pas à trouver l'homme qui serait susceptible d'administrer ces éditions. Si bien que c'est seulement lorsqu'ils ont rencontré M. Gaston Gallimard qu'a été fondé au printemps de 1911 ce que Gide appelait modestement le comptoir d'édition. C'est-à-dire que, vous voyez, cette expression nous montre bien quelle était l'intention de Gide. Il s'agissait d'une annexe de la revue, d'un appendice, si vous voulez, qui était chargé de publier les œuvres des fondateurs de la revue et les œuvres de ceux qu'ils admiraient, comme Claudel, par exemple, et qui étaient à cette époque-là encore soit des inconnus, soit des méconnus. Comme Marcel Proust. Oui, évidemment, l'histoire Proust, c'est un des grands péchés, un des grands remords de la Nouvelle Revue Française de cette époque. Mais là encore, si l'on veut être juste, il faut se replacer dans les circonstances du moment. Et le moment, c'était la fin de 1912. Il y a deux considérations qui ont joué très fortement dans cette espèce de refus de Proust. La première considération, c'est que Proust, pour l'observateur extérieur, pouvait passer pour le type du mondain.
Or, la Nouvelle Revue Française avait horreur de tout ce qui touchait au monde, entre guillemets, et elle ne voulait absolument pas avoir l'air de se commettre avec cette faune. Et la deuxième considération qui a joué est une considération purement matérielle. Le comptoir d'édition était une chose toute petite. Comme Proust présentait un manuscrit très épais et qu'il annonçait au moins 2 autres volumes de la même dimension, le comptoir d'édition n'était pas en état à ce moment-là de supporter un ouvrage aussi considérable. Oui, mais quelles furent les réactions de l'équipe de la NRF lorsque La Recherche du temps perdu commença d'être publiée par Grasset? Il y a eu une période d'incertitude, d'examen de conscience qui aboutit à un brusque retournement. Cette incertitude et cet examen de conscience, vous en trouvez des traces dans la note que Henri Guéon a publiée dans le numéro du 1er janvier 1914 sur Du côté de chez Swann. Cet article d'Henri Guéon annonce-t-il, malgré ses réserves, un revirement du groupe de la Nouvelle Revue Française à l'égard de Marcel Proust? Ah oui, à partir de ce moment-là, l'évolution a été extrêmement rapide. Gide a fait un grand mea culpa, a pris sur lui toute la faute de la première incompréhension, et les lecteurs même de la Nouvelle Revue Française ont pu voir qu'il y avait eu revirement total, puisque des fragments de À la recherche du temps perdu ont été publiés dans les numéros de juin et juillet 1914. La veille de la guerre. À la veille de la guerre. Vous avez le sentiment qu'il existait et qu'il existe toujours une continuité entre l'œuvre entreprise avant la guerre de 14 et celle poursuivie après oui, la guerre de très 14 nettement. en 1919. Oui, très nettement, j'ai eu ce sentiment aujourd'hui, je l'avais déjà à ce moment-là, n'est-ce pas, nous avions l'impression que la revue ne cessait de s'élargir, toujours avec le respect de l'œuvre et de la qualité dont je parlais. Maintien auquel Jacques Rivière a scrupuleusement veillé, Jean Schlumberger aussi, qui est toujours resté l'ami le plus fidèle, le plus sûr, jusqu'à ses derniers jours de la Nouvelle Revue Française, et puis Paulan après, et j'essaie de faire aujourd'hui ce que je peux.